Bienvenue dans cette capsule qui a pour vocation de rester mieux de parler de ce qui se passe ici au pays démocratique du Congo. Vous le savez fort bien, c'est un secret des polichinelles que la partie orientale d'un pays démocratique du Congo est minée par une guerre qui nous est imposée injustement par l'armée rwandaise, par le biais de ces différents supplétifs, à savoir l'AFC de Corneille Nangaa, mais aussi et surtout les M23 qui continuent à à faire du mal à la République démocratique du Congo et surtout aux gens qui peuplent la partie orientale du pays des Lumumba. Alors pour en parler, dans ce plateau spécial, je reçois Jojo Sekimoyo. Il est à la fois économiste, auteur et analyste politique à qui je dis bonsoir et bienvenue. Merci. Monsieur Jojo Sekimoyo, la guerre de l'Est continue à faire beaucoup d'encre et de salive. Dans quel angle de vue vous êtes auteur, vous êtes économiste, enseignant. Alors, on va aller dans tous les sens. Oui. Déjà, d'entrée de jeu, comment vous vous sentez dans la peau de l'invité de cette émission? Je me sens bien parce que je crois il y a 3-4 ans que je ne suis plus passé à Antenne 1. C'est pas parce que je vous aime pas, cessez de m'accuser. C'est parce que quand je viens, il y a tellement de choses à faire. Je suis dans plusieurs poses, plusieurs casquettes. On essaie de faire une certaine contribution dans l'affaire de l'État avec notre expertise. Alors la partie Est a été attaquée, saquée jusqu'à Goma. Maintenant, là, on parle de ce qui s'est passé hier. Et voilà qui a donné l'occasion à différentes marches qui se sont organisées, ça et là, en République démocratique du Congo. Donc, quel angle de vue vous avez perçu ce qui s'est passé hier à Goma, mais aussi un peu aujourd'hui, qui venait d'être un peu étouffé par les services de l'ordre? Je dis que Goma devait tomber. Et les gens crient à gauche à droite. Qu'est-ce que vous voulez insinuer en disant que Goma devait être tombé? Devait tomber. Déjà, quand vous voyez qu'ils avaient contourné Goma, le match était déjà fini. Quand ils ont pris toutes ces parties Rutshuru, Masisi, Goma devait tomber parce que l'histoire nous enseigne. À chaque fois que Goma tombe, pour une certaine raison, qu'on peut expliquer, par exemple, quand vous êtes à Rutshuru ou à Masisi, c'est plus homogénique d'une façon tribale. Il y a les Hutus, il y a un peu de Rwandais. Mais quand vous touchez Kinshasa, c'est le Congo. Goma, c'est un petit Kinshasa. Alors, tout le monde est touché, il y a un Mukongo, il y a ceci, et ça a un certain réveil, patriotisme national qui se réveille. Et dans ça ne pose qu'au président de la République de changer l'ambition, par exemple, de l'armée et qu'on demande un peu plus au président de faire ce qu'il doit faire, par exemple, de ne plus être plus gentil. Alors, c'était ça. Moi, je vois, sur le plan stratégique, c'était positif, cette perte. On devait perdre Goma, même si jusqu'aujourd'hui... Pour que ça nous réveille, c'est ce que vous Pour que ça nous réveille. Parce qu'on a perdu Bunagana, on continue, Kanyaboyonga, ils sont descendus, ils ont changé de terrain, ils sont à la Masisi, ils sont même à Minova. Mais il n'y a rien qui s'est passé, c'est comme si on suivait un match de football. Mais dès qu'on touche Goma, vous voyez les gens dans la rue. Ils commencent à demander au président de faire ce qu'il doit faire, être chef de guerre. Et quand la population se réveillait, je fais référence comme ça par exemple à la population de Kinshasa, vous, qu'est-ce que ça vous a fait en tant que citoyen à la fois du monde mais aussi de la République démocratique du Congo? En tant que citoyen du monde, ça me fait plaisir, mais en tant qu'analyste, je porte beaucoup plus la casquette d'analyste par mauvaise habitude. Je vois cette stratégie, ça veut dire ce que je pensais qui allait arriver est arrivé. Alors, comme je dis aux gens, on a tendance à dire qu'on n'a pas besoin de théorie, on doit aller à la pratique qui est notre théorie. Je dis non, l'évidence a montré, selon l'histoire, selon l'étude, selon mon approche, que ça devait arriver et on doit laisser la science, on doit faire une guerre scientifique, utiliser l'intelligence pour cette guerre, parce qu'on peut expliquer comment on peut gagner cette guerre avec évidence au lieu d'aller au hasard ou les évidences qui ne tiennent pas debout. Par exemple, on parle de la diplomatie. La diplomatie ne va pas marcher dans cette guerre. C'est une guerre économique. On doit l'approcher de façon économique d'abord et après parler de l'armée. Mais attendez, lorsqu'on parle de la diplomatie, c'est genre un panier qui a en son sein également les sanctions économiques. On a suivi la ministre de la République démocratique du Congo qui a dit clairement qu'il faut qu'il y ait également des sanctions économiques. Non, mais la différence c'est ci. Moi je dis il faut qu'on fasse une guerre économique, mais pas la retirer de la branche diplomatique. Pour faire comprendre au Congo, quand on dit qu'il faut qu'il y ait des sanctions économiques, on attend que les autres la posent. Donc ça dit c'est à nous-mêmes de prendre les mesures qui puissent faire mal au Rwanda. Pas pour des raisons diplomatiques, mais pour
La guerre demande l'argent. On peut bien narguer le Rwanda économiquement. Le seul pays qui peut faire la contre-attaque économique, c'est la Zambie, parce que c'est le deuxième pays des choses. Qui approvisionne le Rwanda. Non seulement dans tout économique, si on prend les échanges commerciaux, c'est la Chine, après c'est la Zambie. Ils peuvent nous faire du mal aussi. Mais tout le reste, le 8, ils ne peuvent rien nous faire. Le Rwanda vit beaucoup plus du Congo que le Congo vit du Rwanda. On peut le blesser. On peut le blesser économiquement. Et on peut aller même plus loin parce que le Burundi, on peut dire aussi de le blesser. Et Tanzanie, de le blesser. Tout ce qui nous reste, c'est l'Ouganda. Non, mais d'ailleurs, le Burundi est en train de soutenir la RDC. On a vu les forces armées burundaises nager surfer dans le même bac que la République démocratique du Congo. Oui, mais les éléments de la RDC au fond de bouter hors d'état de nuire l'armée rwandaise. Oui, mais c'est pas économique. C'est pas économique. Si on passe des sanctions économiques... Là, c'est l'option militaire. Oui, c'est l'option militaire. Mais ça veut dire que le Burundi et le Rwanda, même s'ils ont fermé la frontière, ils n'ont pas fait un bloc économique. Ça passe toujours. Mais si on fait des sanctions économiques au Rwanda, on exige au Burundi d'en faire de même, on va en Tanzanie de le faire, le seul corridor va rester, c'est l'Ouganda. Mais on sait aussi que l'Ouganda n'est pas en très bonne posture avec le Rwanda. On doit lui donner ce qu'il veut pour boucler le Rwanda. Et tant quand on va frapper le Rwanda économiquement, sur le plan militaire, ça sera seulement pour lui un suicide. Mais alors, quand on regarde bien l'histoire de ce qui se passe, l'histoire bien sûr de la guerre, on voit toujours Museveni en train d'aider Kagame dans ses sales besognes, je peux me permettre. Oui, mais qui les a réunis? Mais déjà là... Vous rappelez qu'il y a un moment où Museveni et Kagame ne s'attendaient pas. C'est Félix qui les a réunis. On doit comprendre qu'au Rwanda, c'est Kagame qui dirige. Au Burundi, c'est un lobby commercial qui dirige. Museveni, tout ce qu'il fait, il écoute le business. Si on le dargue économiquement et tous les partenaires économiques sont touchés, ils vont dire à Museveni de venir de notre côté. On doit comprendre idéologiquement que les deux pays. En Ouganda, il n'y a pas une dictature d'une personne. C'est une dictature d'un clan, d'un groupe de gens qui pensent à faire l'argent. Au Rwanda, c'est une dictature d'une personne qui réunit autour de gens qui veulent garder le pouvoir le plus long possible. Alors, mais au départ, Kagame, c'est un produit... on peut dire ougandais, parce qu'il a passé tout son temps là-bas en Ouganda, et donc c'est-à-dire qu'il y a des ramifications entre les deux, voilà qui fait en sorte que ces deux pays puissent combattre les RDC au fin de nourrir leurs besoins. Non, c'est pas ça, parce que si vous voyez, s'ils étaient tellement amis, vous comprenez quand ils ont fait la guerre entre eux, Kagame a fermé même la frontière ougandaise. Ils étaient en conflit. Mais quand l'Ouganda a dit qu'il va construire la route Bunagana jusqu'à Goma, qu'elle est coupée certains intérêts rwandais dans l'économie congolaise, Kagame est allé chercher le fils de Museveni pour réparer ce problème. Ils n'ont jamais tiré une seule balle pour mettre à genoux Kagame. Ils l'ont touché économiquement. C'est leur produit, mais c'est le business. C'est deux régimes idéologiquement différents. Et nous, on devait prendre note de ça pour dire la seule façon de mettre à genoux Kagame, c'est le frapper économiquement. Un peu comme pour dire les pays n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Et voilà. Alors dites-nous aujourd'hui, parce qu'on a suivi différentes nations du monde donner de la voix en rapport avec ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, notamment l'Afrique du Sud, la Chine, qui a demandé, encore l'Afrique du Sud a dit clairement, a montré ses intentions, a démontré ses intentions d'envoyer ses hommes ici en République démocratique du Congo, afin d'en découdre avec l'armée rwandaise. Vous jugez comment cette approche sud-africaine? Cette approche sud-africaine, c'est pour ça que Goma devait tomber. Parce qu'ils ne le font pas parce qu'ils aiment le Congo. Ils ont 10 personnes, 10 militaires qui sont morts au front. Alors, quelque part chez eux, c'est une honte. Ils ont été battus par le petit Rwanda. C'est arrivé aussi avec la Tanzanie. La Tanzanie est intervenue ici, a renversé la vapeur, je pense que c'est comme ça qu'on dit en français, quand eux ici, ils ont été blessés par le Rwandais. Parce que maintenant, chez eux, tous les communiqués, c'est les 10 militaires ont été battus. Ça veut dire le Rwanda a frappé, non pas le Congo, mais quelque part l'Afrique du Sud qui se dit première, deuxième puissance militaire, économique. Comment vous êtes là-bas? Et ce petit pays vous a frappé. Et en plus, ils n'avaient plus de munitions.
Comment on a envoyé nos gens sans avoir les matériels possibles pour se battre? Alors, le président sud-africain, il a quelque chose à prouver aux citoyens sud-africains. Et espérons que ça va s'enflammer de l'autre côté pour qu'il vienne se battre au Congo. Non pas parce qu'il nous aime, mais pour montrer qu'il est fort chez lui. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui vous garantit que l'option militaire ou l'option économique, allais-je dire, serait une panacée? C'est-à-dire la meilleure de Parce que c'est la guerre économique. C'est une guerre économique, vous avez dit, c'est une guerre économique. Ça doit être premièrement résolu économiquement. L'armée vient après, parce qu'il va toujours s'entêter, mais ça doit être premièrement une guerre économique qui est accompagnée par l'armée. Et en dernier lieu, c'est ce qu'on appelle purement la diplomatie. Il faut qu'on aille, on les bat partout, mais qu'on soit prêt, quand les autres vont venir nous dire de cesser le feu, qu'on sache ce qu'on va exiger. Alors, dites-nous un peu, José Kimonyo, tout ce qui est dit là-bas, je veux dire, à la tribune des Nations Unies, mais aussi et surtout au Conseil de sécurité, ne sert à rien. Ne sert à rien parce qu'on est allé au Conseil de sécurité, on n'a pas fait comment on appelle, la causerie derrière le rideau. Hier, le président Kagame s'est entretenu avec le secrétaire d'État américain. On sait que à la première réunion, on peut dire l'intervention de Trump, la représentante, je crois, la représentante des États-Unis a dit que toute personne qui crée les ordres en Afrique centrale doit payer le prix. Et l'autre, avant qu'on aille à la deuxième réunion, il s'est débattu, il s'est démené pour parler au secrétaire d'État américain qui donne indirectement des injonctions à l'ambassadeur américain dans le Conseil de sécurité. Alors, même si on va dire, ces cinq-là, il suffit qu'une s'abstienne, match, c'est fini. Ça veut dire qu'on n'a pas préparé derrière le rideau avant qu'on se présente. Normalement, quand on se présente, on doit devoir savoir directement ce qui va se produire. C'est vraiment, on devait se présenter juste pour raison théâtrale, mais on se dit, dès qu'on est là, les sanctions vont passer. Mais quand on y va pour demander les sanctions, et ça n'arrive pas, ça dit quelque part on a un problème de la stratégie diplomatique. On va à la table sans passer à la cuisine. On doit commencer par la cuisine. Dès qu'on se met en table, on sait ce qu'on va manger. Alors dites-nous, vous privilégiez l'option trumpiste comme Donald Trump a fait à la Colombie. C'est-à-dire ils ont refusé de recevoir leur fils qui était chassé des États-Unis. Trump a dit clairement, sur le plan économique, je n'achète pas le Made in Colombia. Oui, c'est ça. On doit le frapper. Parce que la guerre économique, elle est psychologique. Je continue à répéter. Si on avait fait, on peut le faire aujourd'hui, le président déclare tout citoyen congolais ou toute compagnie enregistrée au Congo ne peut pas faire le business avec tout citoyen rwandais ou compagnie enregistrée au Rwanda. Ça les touche parce que ce sont les compagnies qui sont rwandais pour trouver un corridor pour la RDC que ça va toucher. Ils auront à dire à Kagame, il faut arrêter parce que ça nous touche nos poches. Et le système aussi rwandais, Kagame peut s'entêter, mais il a besoin d'argent pour garder cette primauté d'une certaine Tutsi, le régime Tutsi, de préserver sur les autres, parce qu'il garantit aux autres le développement économique, qui s'est ralenti. C'est comme ça qu'il voulait même mettre en cage les expulsés anglais au Rwanda. C'est pas parce qu'il aime les Anglais, c'est parce qu'il allait faire l'argent. Quand il est par exemple en Mozambique pour protéger les trucs, c'est pour se faire payer par l'Europe. Il cherche lui aussi toujours l'argent. Alors quand on touche à sa poche, c'est là où ça dérange. Ça dérange. Alors, je sais on sait déjà foncièrement bien que le Rwanda ou la personne Kagame, rien qu'à elle seule, ne peut pas nous faire du mal. Mais c'est qu'il y a d'autres personnes derrière lui, il y a d'autres gens qui les poussent à aller de l'avant. Alors, que faire pour se débarrasser de ce noyau-là qui continue à faire du mal à la démocratie du Congo? Moi, je dis que l'appétit est venu manger avec tout le temps, avec Moussa Kabila, avec tout le monde, avec même l'approche idéologique de Félix Tshisekedi, pensant en faire de Kagame un partenaire. Je dis non, la RDC doit coloniser l'Afrique centrale. On n'a pas besoin de faire des amis. Alors, de ces faits-là, on lui a permis de se dire, il a droit à nous faire du mal, à faire tout ce qu'il veut. À prendre ce qu'il veut. Et si on ne lui donne pas, c'est comme un bébé têtu. Il crie, il pleure, il te griffonne. On lui a déjà montré ça. On ne lui a pas encore dit, comme un enfant, tu touches, on te gifle. On n'a pas encore corrigé, si on peut le dire terre à terre.
On le gâte encore, on veut lui parler, on veut le caresser pour dire non, on peut toujours s'entendre. La guerre, c'est pas entre le régime, c'est pas entre les Rwandais, c'est entre le régime. Mais ce sont les citoyens rwandais qui viennent ici sous l'armée rwandaise pour nous tuer. On est en train de le caresser et lui, il est en train de nous mordre. Je dis non, c'est comme un enfant. Il faut taper. Donc vous pensez que les Congolais ont été beaucoup plus catholiques que ça, c'est-à-dire on a gobé tout, on a été trop logique. Il fallait commencer d'abord et avant tout à avoir un œil regardant sur ce qui se passe au Rwanda. Oui, mais ça va à la racine, c'est idéologique. On devrait avoir, on s'est dit on va aux élections, on va voter sur le plan idéologique, on dit on veut un parti politique ou un président qui décide par exemple, sa vision c'est avoir tout le pays. On doit coloniser. C'est-à-dire coloniser la sous-région. Coloniser avant tout. Comme le cas avec Mobutu. Sur le cas de Mobutu. On a fait des dégâts en Angola, on a fait les dégâts au Rwanda, on a fait des dégâts au Burundi, on a fait partout. Mais c'est à notre profit. Moi, je m'en fous, je suis citoyen congolais avant tout. Si on fait du mal aux autres pour nos intérêts, pourquoi pas? Vaut mieux eux que nous. Mais aujourd'hui, on est dans un fait idéologique où les Congolais disent non, c'est mal, on est panafricain. Ça veut dire qu'on a bougé idéologiquement. Alors c'est ça qui cause problème entre nous. La nation, en majorité, pense qu'on doit être amis aux autres parce qu'on est africain. Et moi je dis, on est Congolais. Il y a Colette Beckman, même si deux fois elle déborde, elle a dit quelque chose d'important. Elle a dit, le Congo est trop grand et trop riche pour avoir des amis sincères. Alors que faire maintenant? Aujourd'hui, tout le monde nous tourne le dos. Que faire pour renverser la tendance? Parce qu'aujourd'hui, on a vu tout ce qui s'est fait. On a vu la guerre qui met en affront, si je peux me permettre, la Russie à l'Ukraine. Ouais. On a vu tout le monde donner de la voix, etc. On a vu le président Zelensky faire le tour du monde pour aller chercher de l'aide ça et là. Mais le cas Congo, qui va en parler à la place du monde? C'est-à-dire qui portera la voix de la RDC? Parce que la RDC se retrouve toute seule. Parce que le discours entre Zelensky et le président Tshisekedi, ou même la mission que la population leur a donnée, la pression, ne sont pas les mêmes. Les Ukrainiens ont voulu avoir un président de guerre dès le début. Ils devaient convaincre au monde, la Russie nous attaque, vous devez nous protéger parce que bla bla bla, et lui faire des sanctions économiques parce qu'eux-mêmes ont commencé des sanctions. Tout ça, c'est le discours. Mais au Congo, ce n'a pas été le cas de la part de la population déjà, et même de la mission que le président a fait. Ça a pris du temps que le président dise ouvertement que Kagame est mauvais, c'est lui qui attaque le Congo. Que le M23, parce qu'il y a certaines références qui disent qu'on lui a posé la question, est-ce que le M23 c'est ça au Congo? Il a dit oui. Ça a pris du temps pour changer. Même aujourd'hui, ça a pris du temps pour que Goma tombe, pour qu'on se mette dans la rue. Ça prend du temps comparé aux Ukrainiens. On n'a pas eu le même message. Par exemple, Zelensky, il va partout pour lui donner l'argent pour rebâtir l'Ukraine après la guerre. Alors ça dit que ça va nous coûter. Mais nous, on n'est pas allé au monde pour demander ça. Qu'est-ce qui va arriver quand on aura la paix? Et tout le monde a payé parce que c'est lui qui a fait des dégâts chez nous et vous avez accepté. Tout ça, c'est le message, l'approche diplomatique, économique. On ne l'a pas fait, on prend trop de temps. Alors, pour que ça change, il faut qu'on reverse, qu'on ne prenne pas de temps, qu'on change, qu'on aille. Si on veut aller au Conseil de sécurité, on doit être déjà avoir parlé derrière la cuisine. On se dit, dès qu'on fait un discours, on sait déjà qu'est-ce qui va se passer. On ne doit pas y aller pour pleurer et attendre le hasard pour tourner. Quand vous dites aller parler derrière les rideaux, avant d'en parler au-devant de la scène, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Par exemple, Kagame est allé derrière les rideaux, il a parlé au secrétaire d'État américain, le ministre des Affaires étrangères. Il est allé lui parler pendant que nous, on allait au Conseil de sécurité. Pourquoi nous, on n'a pas pensé de jeter l'argent, le temps, pour toucher l'administration avant qu'on aille là-bas. On doit aussi, je dis, par exemple, on doit enlever le tapis sous le pied de l'argument. L'argument, c'est, tout le monde le dit, résoudre le problème interne congolais. Ça veut dire, les Tutsis sont discriminés, tout le discours. Je continue à dire, le président Tshisekedi doit faire un discours, il doit avoir un gouvernement de crise réduit.
Au lieu d'avoir des gens, le ministre des Sports, le ministre des Transports, parler de la guerre, on ne sait pas qui est quoi. Ce n'est pas coordonné. On doit avoir un gouvernement coordonné qui nous parle de la guerre. Ça veut dire qu'il prend ça au sérieux. On doit avoir un ministre d'Affaires étrangères congolais qui est Tutsi. Oh, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire on doit aller aux Nations Unies. Pendant que le ministre là qui dit non, il y a des problèmes internes, ça veut dire les Tutsis sont discriminés, on doit avoir un ministre ou une ministre Tutsi qui dit non, je suis Tutsi. Vous n'avez pas le droit de venir nous défendre chez nous. Et créer cette polémique pour mettre en doute cette discussion. Par exemple, si vous êtes Téké et vous dites que les Tutsis ne sont pas discriminés, ce n'est pas aussi lourd qu'un Tutsi. Aux yeux du monde, le disent qu'on n'est pas discriminé chez nous. Moi, je suis ministre des Affaires étrangères. Allez au truc de la nation où le Tutsi congolais répond de l'autre pour dire c'est pas nous que vous défendez. Alors, quand vous dites avoir un gouvernement de crise, vous faites référence au remaniement ou carrément à la réduction de la taille du gouvernement afin que l'on ait un gouvernement selon votre demande. Ça doit être réduit. Pas à cause du train de vie, mais on vient de démontrer que plus on a des gens, plus c'est pas coordonné. Les gens tirent pêle-mêle. On doit avoir un gouvernement réduit et aussi les gens qui sont appelés. Et on doit avoir cette mission spécifique. Je répète, par exemple, le Premier ministre, ramenez-nous un Matungulu, qui est à la Banque mondiale maintenant. Ramenez-nous, parce que ça donne aux yeux des gens un ministre qui connaît les rouages internationaux, qui est là, et Tshisekedi devient le ministre Zelensky, le président Zelensky, un président de guerre. On peut faire confiance à un président de guerre, et celui-ci parle à la Banque mondiale, il parle de la dette et ceci. On comprend ce qui. Si vous mettez les autres, ce n'est pas un problème. Mais on doit avoir un Premier ministre qui a ce genre de carrure. Et si on met un ministre des Affaires étrangères, un Tutsi, le monde comprend qu'on devient aussi malin que tout le monde. On joue à la grande carte, partout. Le reste, on doit aussi chercher des gens. On doit convaincre les partis politiques, par exemple les gens qui sont majoritaires au Parlement ou au Sénat, que ce gouvernement, ce n'est pas le partage du gâteau. Si on choisit quelqu'un de notre parti, c'est parce qu'il a une certaine expertise. Alors, pour la guerre, démontrez-nous que c'est le pays. D'abord, on a une majorité et on aura un gouvernement des experts pour s'adresser à la guerre. Même sur le plan économique, ce n'est pas dit qu'on va faire l'argent seulement pour la guerre, mais ça doit être quelqu'un qui est en mesure de nous dire qu'est-ce qu'on va faire pour, par exemple, l'après-guerre. Comment à Beni, si vous avez vu, si vous allez à Beni, vous allez comprendre pourquoi on a les ADF. La pauvreté sévit. Ça veut dire que c'est facile le recrutement. Quand vous allez partout, par exemple, le camp des réfugiés, on les paye $13 par mois. Alors c'est comme ça que les M23, le Rwanda, sont en mesure de recruter des jeunes de l'autre côté, parce que $13, il n'a qu'à lui offrir 25, ou la promesse. Alors, comment on va faire une contre-attaque économique? Et ça va demander un ministre de l'économie, de plans, de ceci, qui peut envisionner d'où va venir l'argent et comment on va mettre en place toutes ces structures. On a des déplacés de guerre. Mais est-ce que notre ministère social ou affaires humanitaires est préparé pour prendre ce genre de circonstances? Alors, on doit avoir un gouvernement qui montre au monde cette certaine maturité. Et comment on peut frapper le Rwanda économiquement. On doit avoir un Premier ministre qui fait des discours, qui comprend le discours et peut l'expliquer. Et le président, tout ce qu'il doit faire, c'est être un ministre de guerre, chef de l'armée, pour faire le commandement. Et que faire de l'Union africaine? Parce que Moussa Faki Mahamat semble bouche bée, et pourtant c'est une nation africaine ou un pays africain qui est en train de s'attaquer à un autre pays au fin de rafler ses richesses. Nous, on veut qu'on nous gifle et les autres interviennent. Non, on doit gifler. Le jour où Moussa va nous appeler pour calmer le jeu, ça veut dire qu'on est en train de gagner. C'est-à-dire qu'on a agi en légitime défense. Oui, nous aussi on va dire légitime défense. On ne doit pas être ceux qui se plaignent en allant. On doit être ceux qu'on appelle ceux qui ont péché. Par exemple, on ne devrait pas être les victimes, on doit être ceux qui ont commis le crime. Parce que quand on y va en victime, c'est difficile de gagner un procès en victime.
En vous entendant parler, vous avez tendance, j'ai comme l'impression que vous avez tendance à dire que la RDC va, aime toujours se défendre, va dans la logique de la défense, et pourtant on doit être offensif, ou la RDC doit être offensive, c'est ça? Sur tout le plan. C'est ça, mais c'est ça, idéologiquement, on est différent avec l'UDPS. Parce que je continue à dire que ce n'est pas Tshisekedi, il est venu de l'UDPS, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Idéologiquement, il pense à être ami à tout le monde. Certainement dit, on doit devenir l'Union africaine, les gens doivent profiter de nous. Et moi, idéologiquement, je pense que le Congo a une position d'exclusivité qui doit être en mesure de coloniser le monde. On doit aller sur le plan diplomatique. Même si on peut coloniser les États-Unis, pourquoi pas? On ne doit pas faire du gagnant-gagnant. C'est un mythe. On doit être les gagnants et les autres les perdants, et prendre le mérite. On doit être en position de faire de tout ce qu'on fait. On doit coloniser, construire le barrage d'Iga. Pour, par exemple, l'Afrique du Sud, c'est pour le dominer économiquement. On doit lui faire du chantage pour qu'on lui donne l'électricité. C'est pas parce qu'on est gentil, c'est pas parce on peut construire le plus grand barrage, on doit construire même le barrage d'Inga pour dominer les pays autour de nous, pour nos raisons économiques. José Kimonio, l'actualité, c'est également le retour ou le comeback de Donald Trump à la Maison-Blanche. Vous pensez que c'est également un élément qui puisse, je dirais, changer le paradigme de cette guerre? C'est une fenêtre ouverte, mais pas à long terme. Trump n'a pas le Congo dans sa tête, il n'a pas le Rwanda dans sa tête. Le premier qui va atteindre cette porte et le convaincre, il ne faut pas seulement l'atteindre, parce qu'il est dynamique, il est imprédictible. Il faut aller frapper à la bonne porte et savoir quoi dire. C'est mieux parce que ce n'est pas un président républicain, ce n'est pas vraiment un démocrate. Oui, c'est un républicain. C'est un hybride. C'est un hybride qui est imprédictible. Ça veut dire où ça va nous aider, où ça va vraiment renforcer la position de faiblesse qu'on a. Parce qu'avant-hier, il vient de geler les dons des États-Unis aux autres pays pour 3 mois, surtout militaire. Ça veut dire que le Rwanda n'aura plus le chèque militaire pour l'aider. À moins que le Rwanda aille là-bas, qu'on verse pour des raisons stratégiques qu'on lui donne. Et si on arrive là-bas en premier pour dire ne donner à personne, oui, pourquoi pas. Mais on doit savoir comment atteindre Trump le premier et dire ce qu'il faut pour nous donner un avantage sur ces jeux. Par exemple, on sait qu'au Conseil des Nations Unies, le seul pays qui clairement nous bloque, c'est les États-Unis pour passer une résolution contre le Rwanda. On a suivi le sénateur Rubio qui a dit clairement que Kagame, le Rwanda, doit arrêter ses hostilités dans la partie est de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas également une garantie? Ça veut dire que l'administrateur Trump a l'information sur ce qui se passe en Afrique. Ils savent, mais ils ont des intérêts. Kagame leur a parlé au téléphone. Ça veut dire qu'il a présenté une offre qui peut faire que Rubio change d'idée. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est se taire et laisser que ça passe. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant au Conseil de sécurité? Ils vont faire semblant, ils vont faire semblant. Parce que nous, qu'est-ce qu'on veut qu'ils fassent? On ne sait pas comment forcer le Conseil de sécurité veut faire ce que nous on veut. Et qu'est-ce que nous on veut? Si je vous pose la question, on veut qu'ils fassent... non, mais nous on veut la paix. On veut la paix, la paix, on ne peut pas la vouloir quand l'autre veut la guerre. On veut la paix quand une autre personne veut la paix. C'est comme on dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Oui, quand vous voyez la Chine veut la paix, quand vous voyez... la Russie, par exemple. Non, les États-Unis veulent la paix, mais entre eux, ils se préparent pour la guerre. Ils se font déjà des tirs, mais quand vous le demandez aux deux, personne ne va dire, moi, je ne veux pas tirer parce que je suis gentil, je veux la paix. Non, ils disent, je veux la paix, mais je peux payer le prix de la guerre. Tout à fait, c'est-à-dire la force en présence est tellement forte au point que vous aventurez. Mais quand imaginez si la Chine disait non, on ne va rien faire parce qu'ils viennent de faire des sanctions quand je crois ils refusent l'exportation des matières rares dont les États-Unis ont besoin. Parce que Trump a annoncé qu'il va faire 10%, augmenter 10% sur les importations de la Chine. Avant même que lui il fasse ça, et ils ont tiré. Ils n'ont pas seulement dit à Trump. Trump a invité le président chinois à la commémoration. L'invité chinois a refusé.
Il a dit non merci. Donc nous sommes en train de payer le prix de notre bonne foi, si on peut le dire comme ça. Ce n'est pas le prix de notre bonne foi, de la mauvaise politique économique de développement. Mais parce que le monde nous a imposé ça en 1994, après la mort de Juvenal Habyarimana, on nous demande de pouvoir faire rentrer ceux-là qui est en train de fuir la guerre de l'autre côté, on les installe chez nous et puis on nous tourne le dos. Non, c'est la faute de ces Hutus qui sont venus. Parce que Mobutu leur a dit, rentrez chez vous, je vous donne des armes. Il ne l'a pas fait. Ça donnait le temps aussi de Kagame d'y penser. Kagame n'est pas, il n'est pas aussi génie que ça. Kagame a été entraîné par exemple par le service ougandais de contre-espionnage. Ça veut dire qu'il s'est tiré profit des opportunités. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est un produit aussi que Museveni a soutenu. Oui, mais le Museveni, quand Kagame a voulu faire des blagues, il a frappé aussi. Parce qu'il ne blague pas. Il est produit de ce groupe, mais ils le voient en tant que leur petit. Et quand le petit dérange leurs intérêts, ils changent d'avis. L'Ouganda n'a que des intérêts. Le Rwanda, ce n'est pas leur ami au vrai sens du terme. Non, ce sont les intérêts. Il suffit qu'on présente d'autres choses pour comprendre. J'étais une fois avec un général ougandais qui ne comprenait pas. Il dit, nous, on va construire la route de Bunagana. Comment les Congolais ne comprennent pas? Je dis parce qu'on a été colonisé d'un système francophone. Vous êtes anglophone, vous comprenez le business. Lui, en général, je ne veux pas citer lequel, il ne comprenait pas que le Congolais ne parlait pas business. Parce qu'il dit, moi je suis général, je suis épaulé. Mais quand il y a les business ici qui nous dérangent au pouvoir, on change d'avis. Mais comment vous ne comprenez pas? Je dis, général, il ne faut pas seulement nous donner la cuillère, il faut aussi nous faire manger. Parce que pour des raisons de colonisation, on n'est pas à ce niveau. Moi, je peux penser parce que je suis dans un secteur anglophone. C'est business. Tout ce que je fais, malheureusement pas au Congo. Au Congo, je n'utilise pas ma tête de business parce que je perds tellement d'argent, je deviens trop émotionnel. Mais en général... C'est à la fin de ton pays. C'est-à-dire, lorsque le pays est dérangé, vous l'êtes aussi. Non, mais c'est pas... D'une certaine manière. Ça veut dire que si je prenais pas, si j'utilisais seulement la tête, j'aurais aidé le mieux le pays que d'être émotionnel. Par exemple, quand je viens à la télé... Tout à fait, l'intellect qui est sorti, c'est pour bouger les lignes. Bouger les lignes. Mais quand le policier m'arrête et je dis, comprenez, je lui donne, je suis en train de l'handicaper. Je ne lui dis pas, avec mon intellect, de lui dire, monsieur, mais ça ne va pas. Et je vais au ministère vous dire, comprenez, quand vous ne payez pas les gens, c'est ça qui arrive tout ça. Non, je deviens émotionnel, je lui donne. Je comprends, quand je vais à l'aéroport, on me dérange un peu, je donne. Je n'aide plus. Je n'utilise plus la tête et si moi je le fais et les autres accompagnent, alors c'est ça le Congo. Ailleurs, je serais resté ferme, dogmatique pour dire ça doit marcher. Au Congo, j'accompagne le système, la faillite du système et j'en ai conscience. C'est pas tout le temps que je fais ça. Alors que faire pour changer le paradigme, mieux le fusil d'épaule? Le fusil d'épaule, en termes général, c'est le système de sélection. J'avais dit que la loi électorale, elle était inconstitutionnelle parce que ça prime, c'est la compétition d'argent au lieu des idéologies. Alors les gens qui arrivent là, c'est parce qu'ils ont payé, ils ont la longue liste, ils donnent tellement. Pour être président de la République, il faut donner, je crois, 60-70 000. Dans un pays, on fait $500 et on donne des 60 000. Pour faire la campagne, on a la longue liste. On s'est dit le premier de la liste, ça devient mathématique. Ce n'est que l'argent. C'est pas. Tu peux aller dans un territoire, tu convaincs les gens et tu as un contrat social avec les gens. Mais dans la liste, quand on fait la totalité de liste, toi tu tombes et celui qui a moins que toi passe. Alors, quand cette personne passe, il ne donne pas la priorité aux idées. Ça veut dire, moi, quand je me présente avec, soi-disant intellectuel, avec une idée, il ne va pas prendre ça comme une priorité parce que lui, il arrive au top, il devient décideur sans les idées. Mais c'est également la loi de la démocratie. Même un imbécile, comme Aristote a dit, peut vous diriger. Oui, mais on doit choisir l'imbécile. Le système ne doit pas choisir l'imbécile. Si nous, citoyens congolais, choisissons l'imbécile numéro 1, ce n'est pas un problème. Mais si l'imbécile passe pour des raisons d'argent et de mathématiques, la liste compliquée, tout ça, c'est pas ça. Ça veut dire que ce n'est pas notre imbécile. C'est l'imbécile du système. Mais je sais que nous avons à la fin, je ne sais même pas si on a combien de partis politiques, c'est au-delà de 700, au-delà de 800 partis politiques. Oui, mais ça existe, c'est parce qu'il n'y a pas la sélection, la compétition. Il faut quand même un toilettage, vous ne voyez pas. Le toilettage, ça doit être organique. Si on élimine le système, moi je dis on élimine le système de caution, on devient
pétition. Pour être, par exemple, député national ou gouverneur, il faut amener 10 000 signatures. Ça veut dire qu'on convainc déjà 10 000 personnes. 10 000 personnes. Ça veut dire que tu as l'argent, moi je n'ai pas l'argent, j'ai la chance de te battre. Hein? Si on devient à ce niveau-là, on élimine l'argent comme critère de participation. On peut utiliser l'argent pour faire ta campagne. Mais critère de participation, on en fait un système démocratique, les gens amènent des pétitions. Déjà là, l'imbécile qui va passer, ça sera notre imbécile, parce qu'il devra nous convaincre. Déjà, s'il peut convaincre 10 000 personnes pour être candidat, ça veut dire qu'il aura plus de chances. Ça sera une compétition d'idées en part entière, parce que 10 000 personnes vont faire la campagne pour lui. Mais quand ce n'est pas ça, quand un gouverneur passe, sans même avoir des élections directes, qui est un président de la République, en quelque sorte, on a un problème. Quand on a un président du Sénat, qui est en fait le vice-président, qui passe sans contrat social, par exemple, le sénateur est voté par les députés provinciaux, qui sont passés par une liste et se retrouvent au Sénat devient président de la République, qui est en fait le vice-président. Ça veut dire qu'on a quelqu'un qui peut devenir demain président de la République sans contrat social avec la population. Et ça crée un problème. Que lui prenne des décisions pour la nation. Alors, c'est tout ça, le système de sélection doit changer. Le mode de sélection doit changer. À partir de ça, maintenant on aura des gens, les décideurs qui seront en mesure d'avoir une conversation avec le monde intellectuel. Et ils auront beaucoup plus à lui donner l'oreille, parce qu'ils doivent appliquer des lois qui auront de l'impact positif dans leur circonscription pour être réélus. Tant qu'on n'a pas changé le monde des sélections, des décideurs, il n'y aura rien qui va se passer. Alors selon vous, le problème c'est la loi organique. Ou l'homme congolais finalement, parce qu'au final, c'est lui qui est censé gérer la chose. Lorsqu'il se met à travailler, il peut se rendre compte qu'ici nous sommes dans une impasse, on peut rebrousser chemin pour faire autre chose. Dans quel niveau? Si c'est question de la loi électorale, ce n'est pas encore le Congolais. C'est l'élite congolaise que je dis, moi et toi. Oui. Mais alors pourquoi vous ne faites pas carrément la politique afin de changer le paradigme? Qui vous dit que je ne la fais pas? Je ne la fais pas la congolaise. Moi, je ne fais pas la politique à la congolaise. Ça veut dire ça veut dire, je vais vous donner, par exemple, c'est moi qui avais amené la loi électorale, je l'ai amenée à la Cour constitutionnelle. On ne m'a pas répondu. La Constitution dit qu'ils doivent me répondre dans 30 jours. Ils ne m'ont pas répondu. Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Je l'ai amené au Conseil d'État. Ils devaient me répondre dans 48 heures. Ils n'ont pas répondu. Ça veut dire, la loi est bonne, mais n'a pas dit qu'est-ce qui est arrivé quand quelqu'un ne la respecte pas. Et c'est pour cela que l'idée de changement de la Constitution est venue. Alors vous, ça vous dérange déjà si l'on se permettait de changer ou carrément de réviser la Constitution? Parce que celle-ci, selon certains techniciens en la matière, on dit qu'il y a beaucoup trop de failles et la loi est devenue obsolète. Maintenant, je veux aller plus loin parce qu'on veut en parler. Je suis revenu au Congo parce que j'ai déjà introduit le changement de la Constitution au Parlement. Et c'était une pétition. Ils devaient me répondre après 3 mois. Le 3 mois, c'est le 21 janvier. Je suis en train d'introduire à la Cour constitutionnelle. C'est ça la politique que je fais. Alors pourquoi voulez-vous que l'on puisse changer la Constitution? J'ai corrigé la Constitution. J'ai corrigé toute la Constitution parce que pour des raisons de politique économique. Par exemple, je dis, les poubelles, les routes, l'école primaire doivent être une obligation des entités territoriales décentralisées. Je dis, le président de la République, les institutions de Kinshasa ont trop de pouvoir. Donner les droits miniers doit revenir les taxes doivent revenir à eux. Je corrigeais la Constitution avec une vue de politique économique. Je dis que ça serait la première fois qu'on ait une Constitution à cette vue, au lieu d'une vue politique. Comme vous voyez, celui du MPR, c'est toujours des raisons politiques. Comme vous voyez, celui de 2006, c'est toujours politique entre les parties prenantes. Comme vous voyez, Kabila a changé en 2011, c'est toujours politique. Quand l'IDPS vous parle de réviser, changer, c'est politique. C'est politique. Et moi, je dis non, moi c'est ça doit être économique. Ça doit être économique. On fait la politique pour améliorer la vie des citoyens dans une circonscription. C'est ça la notion. Mais au Congo, c'est pour garder le pouvoir. Ça veut dire qu'ils échappent l'autre. Et moi, je dis, on a déjà introduit. Je n'en fais pas beaucoup de bruit parce qu'on a essayé de toucher on a touché les églises, l'opposant pour dire, vous accompagnez, parce que le Congolais doit comprendre qu'un citoyen congolais normal a le droit de changer la Constitution.
Je dis même, après ils ont commencé à répéter, je dis la loi, l'article 220, qui boucle les autres articles, elle n'est pas bouclée. Alors, moi j'ai touché l'article 220, mais je n'ai pas touché les mandats du président. Moi je dis, un président, Mandela il a fait un mandat, mais l'ANC est là au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Alors ça doit être, on n'a pas à changer le mandat du président, le parti politique ce n'est pas un individu. Mais j'ai ajouté à l'article 220, je dis, on peut changer certains articles si on recueille 1% des gens qui ont participé aux élections prières. Mais là, vous n'avez pas changé la Constitution, vous avez apporté, je peux me permettre, un avenant. Non, on a touché tous les articles. Par exemple, les gens disent, par exemple, le mandat, je n'ai pas changé le contenu, mais si c'était l'article 40, je l'ai mis 62. Est-ce que je n'ai pas changé? Oui, j'ai changé. Ça veut dire, si vous voyez toute la Constitution, en bref, j'ai changé la Constitution. Est-ce que j'ai changé tous les contenus? Non. Mais quand vous voyez, par exemple, si vous prenez la Constitution aujourd'hui, c'est comme ça, je taquine les catholiques, la différence entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, c'est juste, il y a un qui a plus, on l'a appelé nouveau. Pourquoi on n'a pas dit Ancien Testament, suite? C'est un nouveau, juste parce qu'il y a certaines choses qui ont changé. J'ai changé le réellement, mais en fin de compte, on a changé plusieurs. Par exemple, on a donné aux gens, par exemple, le droit de révoquer un mandat électif. Par exemple, même si vous êtes député, moi j'ai réuni 10% des signatures de pétition, vous êtes révoqué, même si c'est juste parce qu'on n'aime pas tes yeux. Et ça va même au président de la République. Mais on peut s'organiser, on sait comment ça marche ici en République démocratique du Congo. Je m'organise, j'appelle ma famille, on peut se taper 10 000 personnes et on fait une pétition. C'est votre droit. C'est votre droit de révoquer, même par plaisanterie, quelqu'un. Les conséquences, vaut mieux ça qu'un député qui est là, qui se dit, bon, j'attends mes 5 ans. Même le président de la République peut être révoqué dans cette manière. Je dis autre chose, je dis, tout mandat électif ne peut être renouvelé ou réexercé une fois dans la vie. Et c'est ça que j'ai un problème. Parce que maintenant, ni le parti comme les Kabila m'accompagne, parce que ça veut dire, Kabila a été 2 fois dans sa vie, il peut pas, même si on dit un nouveau régime. Et Tshisekedi ne saura pas revenir en 2028, parce que ça sera 2 fois, même si on a un nouveau État, 3e, 4e, tout ça, les 2 sont éliminés. Et c'est comme ça que je dis, je fais la politique, mais pas à la congolaise. Merci Jojo Sekimono, ce fut un plaisir de vous recevoir dans ce plateau. C'est toujours un plaisir d'être ici en famille et merci d'avoir ce genre de discussion parce que je ne sais pas quel âge vous avez l'air plus jeune que moi et vous êtes l'espoir du Congo. Quand je rencontre quelqu'un, d'avoir ce niveau de discussion, ce n'est pas tout le monde. Je ne vous flatte pas, ce n'est pas tout le monde. Restez sur cette voie parce que c'est la solution. Vous jouez le 4e pouvoir en vrai. Vous m'avez défié seulement mes idées. Merci pour ça. Et à moi, je vous dis, quant à moi également, je vous dis merci d'avoir accordé de votre temps au fin de nous regarder. Question de donner notre pierre à l'édifice, apporter notre pierre à l'édifice pour que le grand Congo puisse décoller. Nous allons vous revenir incessamment sous peu avec un nouvel invité. Question de parler toujours de ce pays de Lumba qui nous a vu naître. Au revoir.